compteur intelligent ne va pas résoudre le problème de l'intégration des productions décentralisées sur le réseau et ne va pas non plus, par lui-même, résoudre la consommation des ménages. Donc ce n'est pas ça qui va faire ni baisser la consommation, ni permettre qu'une plus grande part d'électricité pourra être produite localement. Mais le compteur intelligent est une évolution naturelle, mais qui a plus une raison, je dirais, de type commercial, pour permettre aux fournisseurs de mieux organiser la concurrence sur le marché. Comme il y a des priorités à trouver, il n'y aura pas assez d'argent pour tout faire en même temps, la priorité de la coop, c'est plutôt de dire commençons par rendre les réseaux intelligents, une gestion active de la demande à partir de décisions centralisées, donc utiliser tous les mécanismes, tous les systèmes qui existent, même s'ils sont unidirectionnels, c'est-à-dire que le gestionnaire de réseau peut influencer le comportement, le basculement des compteurs, le comportement des consommateurs. C'est unidirectionnel, mais c'est déjà très utile, on peut y aller vite. Et puis, changeons les compteurs au fur et à mesure que c'est nécessaire. Donc, je n'imagine plus qu'on placera demain de nouveaux compteurs pour des nouvelles habitations ou en cas de renouvellement de compteurs qui ne soient pas des compteurs intelligents. Mais ne faisons pas ce qu'on appelle le roll-out, c'est-à-dire où on va passer dans toutes les maisons pour remplacer tous les compteurs, même ceux qui pourraient encore fonctionner pendant 20 ans. Donc là, il me semble qu'il y a un coût démesuré. Donc on chiffre le coût de remplacement de tous les compteurs par des compteurs intelligents en région wallonne, on l'estime à 1 milliard d'euros. Alors, moi je pense que ça doit se faire progressivement. Il n'y a pas d'urgence et entre-temps, faisons ce qui est urgent. Donc aujourd'hui, les TCC, les télécommandes à distance, ils utilisent déjà leurs signaux pour basculer du compteur jour vers le compteur nuit et d'enclencher le compteur exclusif nuit, par exemple. Donc, en temps réel, il est possible aujourd'hui d'enclencher tous les appareils qui sont branchés sur un circuit séparé, qu'on appelle aujourd'hui le circuit exclusif nuit. Mais on peut très bien faire tourner ce circuit, l'alimenter, je veux dire, quelques heures par jour, également durant la journée, si à un moment donné, parce qu'il y a une production photovoltaïque trop importante à un endroit donné, on pourrait faire en sorte que tous les boileurs électriques s'enclenchent au moment opportun. Donc c'est déjà possible pour les exclusifs nuit sans rien changer. Il suffit seulement de changer les horaires de basculement et c'est aussi possible de le faire pour les compteurs bi-horaires de manière à permettre une application de certains équipements à d'autres moments que ceux prévus aujourd'hui et éventuellement en temps réel. Donc tout ça est déjà possible, il suffit seulement d'habituer les consommateurs à ces nouveaux usages. Il y a des projets qui pourraient voir le jour parce que le financement est là, l'endroit est disponible. Je pense surtout à des projets éoliens. Le problème qu'ils rencontrent, c'est qu'on leur dit non, le réseau à cet endroit-là n'a pas la capacité pour vous accueillir. Donc allez ailleurs. Aller ailleurs ou là, parce que ailleurs, donc c'est le message que notamment Elia communique, c'est de dire on a encore de la capacité sur le réseau. On a assez de capacité pour pouvoir faire tout ce que vous souhaitez faire à l'horizon 2020. Oui, d'accord, mais à l'endroit où il y a de la capacité, c'est parce qu'il y avait beaucoup de consommateurs, généralement, parce que les postes les plus importants, c'est là où il y a des fortes consommations. Et à cet endroit-là, c'est bien plus compliqué d'obtenir une autorisation de mettre un parc éolien. Il y a d'autres exemples. Donc, quelque part, pourquoi rendre le raccordement au réseau trop compliqué en ne le dimensionnant pas, sous prétexte qu'il y a d'autres endroits disponibles. Quand les autres endroits disponibles sont aussi praticables, oui, c'est un incitant d'y aller voir. Si ce n'est pas possible, équipons le réseau et sachons que les capacités disponibles ailleurs pourront être utilisées plus tard. De toute façon, 2020 n'est pas la fin du monde, enfin j'espère, et au-delà de 2020, il y aura d'autres efforts encore plus importants en développement de renouvelables qui devront être faits. Et si à ce moment-là, il y a encore des capacités ailleurs, ils seront exploités. Donc on a terminé essentiellement l'étape identifier tout ce qu'il y a comme production décentralisée et le localiser. Maintenant, on est dans une étape en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gestion active de la demande? Là où il y a trop de production décentralisée qui va arriver par rapport aux capacités du réseau, est-ce que le fait d'inciter tous les différents consommateurs d'électricité à consommer à des moments mieux adaptés pour le réseau, est-ce que ça va résoudre le problème? Ça va le résoudre partiellement, pas totalement. Et donc l'étape suivante est de réfléchir à des solutions notamment de stockage et notamment aussi de renforcement de réseau. De toute façon, il en faudra. Et la dernière étape de Redis, mais ça c'est pour la fin de cette année-ci, c'est de comparer toutes les solutions en termes de coûts. Donc on fait une analyse coût-bénéfice pour toutes les solutions pour voir ce qu'il faut recommander en priorité au gouvernement.